J'entame mon règne avec la volonté de me mettre... Ne soyons pas naïfs, rien n'est gratuit. C'est la crise pour tout le monde. Un chiffre d'affaires d'1 milliard. Il y a une urgence économique. 1400 emplois supprimés. Et maintenant, dans les 60 plus grosses sociétés, Le traitement miracle n'existe pas. C'est potentiellement cancérigène. Il y a des centaines de produits chimiques. c'est une sorte de pression inacceptable sur le commandant de bord. Tromperie sur l'étiquette. Viande de bœuf. Savez-vous vraiment ce que vous mangez? Je ne veux plus, dans notre pays, Je ne vous cache pas un réel malaise. Ce soir, Question la Une s'installe chez René, une friterie mythique de la capitale, pour une émission entièrement consacrée à un monument de notre gastronomie. Enquête sur les frites artisanales de plus en plus rares et sur le steak qui manque souvent de goût. Entre le belge et la frite, c'est une grande histoire d'amour qui semble durer depuis toujours. Une bonne frite belge, nom de Dieu. Mais en Belgique, peut-on encore vraiment manger des frites croustillantes, coupées minutes et dorées dans les règles de l'art? Les puristes en tout cas sont inquiets. Pour eux, la frite surgelée est en train de détrôner la frite fraîche. D'ailleurs, s'écoutez, vous devriez aller dans une friture et ouvrir un sac. Ça pue. Ça sent quoi? Ça sent la merde. En effet, ils sont nombreux les frites-côtes et les restaurants qui ont succombé à la facilité en vendant des frites prédécoupées en usine, voire surgelées. C'est plus facile, hein, et c'est pas moins mauvais, quoi. Alors pourquoi se casser la tête à encore couper les frites? Non, nous épluchons pas nous-mêmes pour des raisons de normes et d'hygiène. Qui vous sont imposés? Qui nous sont imposées depuis maintenant 5 ans. La vraie frite est-elle en péril? Première question de la soirée. Quand je mange de la viande, je me sens bien. On se sent heureux. Le Belge est un gros consommateur de viande, entre 10 et 15 kilos chaque année. La plupart du temps du steak, et presque toujours du blanc-bleu belge, une viande standardisée et souvent critiquée pour son manque de goût. On veut pas forcément du goût quand on veut du blanc-bleu, mais on veut quelque chose de tendre. C'est pas un peu frustrant pour le boucher qui veut vendre une bonne viande? Si. Pour ceux qui veulent vendre quelque chose de goût, il faut pas forcément prendre du blanc-bleu, ou alors il faut prendre des vieilles vaches. Question la Une a organisé un grand testing avec des amateurs de viande, des gastronomes et des spécialistes afin de déterminer quelle viande choisir pour déguster un steak de bonne qualité, avec du goût et pas trop cher. Le goût, le jus, ça doit saigner dans l'assiette. Tendre, saignant et qui ait du goût. La tendreté, le goût. Et une odeur qui me convienne, qui soit un vrai morceau de bœuf. Blanc-bleu belge, viande irlandaise, bio ou viande halal, après cette émission, vous saurez dorénavant choisir correctement votre steak en grande surface ou chez votre boucher. Pourquoi notre steak manque-t-il de goût? Deuxième et dernière question de la soirée. « 83 kilos de pommes de terre par an et par habitant, nous sommes en Belgique parmi les plus gros consommateurs de patates au monde, sans doute parce que nous adorons les frites. Mais la frite maison est en voie d'extinction. Aujourd'hui, de plus en plus souvent, les frites sont industrielles, prédécoupées et surgelées. Une aubaine pour l'industrie agroalimentaire, mais une tuile pour les gastronomes, d'autant qu'il est de plus en plus difficile de savoir qui fait des frites traditionnelles. Alors, la vraie frite est-elle en péril? Voici l'enquête gourmande de Régis Deratte et Renaud Ewa. Ah, voilà, ça y est, voilà. Ah, voilà. Pour ce temps-ci, il faut s'habiller, hein, parce que, oh là 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 là. Hé, où est-ce qu'elle est, ma jaquette? Allez papa, on met ton manteau? Ah, bah oui, hein. Bon, par ici pour commencer. Moi, je suis droitier, hein. Je faisais les transports. J'ai fait des millions de kilomètres, comme routier. Allez, on y va, les hommes. Allez, parti. Je savais tous les endroits où il y avait des fritures, dans toute la Belgique. Oh là là, ce que j'ai mangé des frites. Je suis peut-être un spécialiste de la frite. Parce que on pourrait m'appeler Louis la frite. Mais pour commencer, le plaisir du palais. Une bonne frite. Quand vous mastiquez cette frite et qu'elle passe
On dirait le petit Jésus qui passe. La frite, elle représente un gros pourcentage de la Belgique. C'est ce qui rallie les Belges. On se divise pour des couillonnades. Mais la frite, ça, ils ne la diviseront jamais. Ils sont chaudes. Ils sont bonnes? Bon, ils sont très bons. J'ai 92 ans. Voilà 88 ans que je mange des frites. Et je n'ai jamais été malade. Je n'ai jamais eu une grippe, je n'ai jamais eu une angine, je n'ai jamais rien eu. Alors, est-ce que la frite est un antibiotique? Je ne saurais pas vous le dire. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. La frite, la bonne frite dorée, croustillante et moelleuse, celle qui donne le moral, celle qui fait sourire. Un Belge qui n'aime pas les frites, c'est comme une femme qui n'aime pas les fleurs. C'est possible, on peut être allergique, mais il y a quand même un problème. Je ne connais pas d'événement triste où on mangerait des frites. Quand on mange des frites, c'est qu'il y a la fête. Cette frite qui réunit dans une même file bourgeois et ouvriers, qui fait partie du patrimoine commun à tous les Belges. De Franstaligen als de Vlaamstaligen houden allemaal van friet, dus brengt ons bijeen. Moi, je suis fier de mon pays. Je suis fier d'être belge. Je suis fier de vendre des frites, un produit typiquement belge. Une bonne frite belge, nom de Dieu. Ah oui, ah oui. Et ça, c'est encore rare que t'en trouves, hein. Prédécoupée, conditionnée sous vide ou sous atmosphère modifiée, de plus en plus souvent surgelée, la frite a-t-elle encore vraiment la patate aujourd'hui? Une frite congelée, ça n'a rien à voir avec une vraie binge qui est fait comme il faut, qui est coupée à la minute. Et on en a mangé, je pense, tous, les uns comme les autres, des frites pas bonnes. Voilà, et c'est quand même hyper dommage. La frite fraîche, cuite 2 fois dans la graisse de bœuf, peut-elle encore résister à la toute-puissance des géants de la frite industrielle? On fabrique ici 600 tonnes de frites surgelées par jour, ce qui correspond en cornets de frites à peu près entre 2,5 et 3 milliards de cornets de frites par an. C'est sec, c'est industriel, c'est pas bon en fait, tandis que les frites maison, ça fait la différence. Mais les frites artisanales sont-elles en voie de disparition, à protéger d'urgence au patrimoine de l'humanité? Les sert-on encore dans les friteries et les restaurants? En un mot, la vraie frite est-elle en péril? Mais où peut-on encore savourer une frite maison? Difficile évidemment d'écumer les 5000 friteries du pays. Ciblons donc les plus réputées. One fritters with mayonnaise. Small of beef. La maison Antoine est citée dans tous les guides touristiques. Elle passe pour une institution naguère encore fournisseur de la cour. C'est dire si elle voit passer du beau monde. On a toutes sortes, on a Benoît Poelvoort, on a Catherine Deneuve, on a surtout Johnny Hallyday. À la tête de la friterie, Thierry et Pascal Willart, les 2 petits-fils du fondateur Antoine de Smet. 3 générations qu'on vit sur le compte des frites. Et vous vivez bien? On ne doit pas s'en plaindre. On ne s'en plaint pas du tout, même on vit plus que bien. Baignés dans la graisse de friture depuis leur enfance, les frères connaissent tous les trucs et astuces du métier. Une fois qu'on entend la frite qui est vraiment en fin de cuisson, donc si vous pouvez l'entendre, vous allez voir, elle chante. Vous entendez cette cuisson, à la fin de la cuisson, ça c'est parfait. On peut les sortir. La frite Antoine chante et elle enchante les touristes. Certains jours d'affluence, ils peuvent être jusqu'à 700 à patienter pour leur cornet. C'est très croustillant, mais à l'intérieur, c'est moelleux, comme de la purée. C'est vraiment très bon. Elles sont différentes des frites allemandes, plus grosses. Elles sont bonnes, meilleures? Elles sont plus fraîches. Leur parfum donne envie. Alors cette frite que le monde entier s'arrache, comment est-elle préparée? Thierry et Pascal nous ont ouvert les portes de leur atelier, en réalité un simple entrepôt.
Un tartare, un mayonnaise. Si vous espériez des pommes de terre entières, une armée d'éplucheurs et des frites coupées minutes, il va falloir déchanter. Et on passe aux frites. Chez Antoine, les frites sont livrées dans ces sacs de 10 kilos, prédécoupés. Non, nous n'épluchons pas nous-mêmes pour des raisons de normes et d'hygiène. Qui vous sont imposées? Qui nous sont imposées depuis maintenant 5 ans. Et puis au niveau coût, il faut éplucher la pomme de terre. Et puis il faut la passer une par une pour enlever les yeux. On dirait que c'est une facilité. On va dire c'est une facilité. Le travail est donc fait en usine à Anvers. Sur les sacs, on peut lire qu'il n'y a pas d'agent conservateur et que les frites sont conditionnées sous atmosphère protectrice. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Dans les sacs comme ça, c'est sous air comprimé. C'est pas du sous-vide, c'est pas du comprimé. Il n'y a plus de CO2, ce qui empêche les pommes de terre de noircir. Dans l'atmosphère, il y a une partie qui fait on retire cet air, c'est une sorte de l'oxygène, et en fait, elle reste impeccable pendant 5 jours. Les explications sont un peu confuses, mais les frères Willart sont convaincus d'avoir fait le bon choix. On a toujours une pomme de terre fraîche, c'est ça notre point fort. Nous avons aussi cherché dans l'atelier la fameuse tartare maison de chez Antoine. Autre surprise, elle n'est apparemment pas tout à fait maison. On prend une base de tartare et puis on rajoute notre persil, nos oignons qu'on fait encore nous-mêmes. Et alors les tartares qu'on voit là? Donc c'est la base de la tartare qu'on prend et puis qu'on mélange notre oignon, notre persil et tout ce qui est à faire dedans. Ainsi donc, la tartare arrive par seau de 10 litres de l'usine Anda sous l'appellation tartare maison. Et c'est Justine qui est chargée de l'améliorer. Ça c'est le petit secret de la maison Antoine, oui. C'est vous qui le détenez alors? Oui, c'est moi. Je vais prendre une... Vous occupez des oignons? Oui. Racontez-nous, comment ça se passe exactement? On prend le persil, de l'ail, et puis on coupe les oignons, on mélange. Je mets du poivre et du sel dans le seau, et puis on met un peu, et puis je mélange. Et ça vous fait tous les jours? Je fais tous les jours. Voilà comment la tartare maison Anda devient la tartare maison Antoine. Il suffisait d'y penser. Patrick de Corte est un autre monument de la friture en Belgique. Depuis 5 générations, cette famille de forains s'est spécialisée dans les frites et les croustillons. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père, moi, mes enfants, on fait toujours les frites. Hein. Et j'espère mes petits-enfants aussi, donc que ça continue de génération en génération. Les de Corte ont pris leur quartier à Alost avec leurs camions et leurs caravanes. Ils ont fait le plein de victuailles. Tout est prêt pour commencer la saison des foires et des carnavals. Les frites sont dans la remorque frigo ici. Montrez-nous. Vous voulez que j'ouvre? Voilà. La caverne d'Ali Baba. Voilà. Ça, c'est... Et ce sont toujours alors ces fameuses frites prédécoupées? C'est des frites fraîches qui ont été coupées déjà en frites. Hein. Vous ne faites plus non plus les découper juste avant cuisson? Non, non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est plus facile, hein. Et c'est pas moins mauvais, quoi. Alors pourquoi se casser la tête à encore couper les frites? Ne pas se casser la tête, Patrick de Corte est plutôt d'un naturel franc. Les frites prédécoupées lui permettent, dit-il, de gagner de l'espace de stockage et de répondre à certaines normes d'hygiène. Moi, j'ai eu une remarque à Bruxelles que je pouvais plus éplucher en plein air, quoi. Il fallait un endroit fermé. Alors comment voulez-vous, en tant que forain, mettre encore un endroit fermé pour éplucher? C'est pas toujours évident et c'est pas toujours simple d'éplucher sur la foire. Chez de Corte, pas de regret ni de nostalgie. Les frites prédécoupées, c'est le progrès, dit-il. Tout a évolué. Et c'est bénéfique? Mais je pense quand même. Avant, les friteuses, ça marchait avec du charbon. Hein. Vous vous rendez compte, il fallait mettre des plaques en acier quand c'était trop chaud. Il n'y avait pas de thermostat. Toutes les mesures d'hygiène et de sécurité ont évolué dans le bon sens du terme. Pour les frites aussi, pour tout. Donc on ne peut pas rester toujours au temps de la préhistoire, quoi. Soyons de bon compte, les frites de Corte sont très bonnes, dorées à souhait et croustillantes. Mais auraient-elles été meilleures encore, fraîchement épluchées, coupées minutes et servies dans la foulée? On voit qu'il y a une date de péremption très proche.
Oui. Mais d'heure en heure, elles sont moins bonnes alors? D'heure en heure, je dirais pas de jour en jour. C'est évident que le premier jour, quand on vient vous livrer, ils sont meilleurs que le deuxième jour. Le deuxième jour, ils sont meilleurs au plus que la frite est dans le sachet. Voilà, au moins bonne qu'elle est. Mais bon, c'est comme un yaourt ou n'importe quoi, un produit frais, toujours meilleur le jour même que le lendemain, que le surlendemain. Ça, c'est une évidence. Donc ces fameuses frites, c'est sous atmosphère contrôlée. Contrôlée. Et alors, il y a quoi là-dedans? Ça, c'est... tu me poses une colle. C'est comme les pots de yaourt, hein, c'est pour conserver la fraîcheur. Parce qu'une pomme de terre, si tu veux, si elle a l'air libre, elle est oxydée, elle devient noire. Là, elle reste blanche. Et il m'a dit que c'était mieux parce que... Alors moi, je le crois de bonne foi, quoi. Mais les normes d'hygiène sont-elles à ce point strictes qu'elles limiteraient les possibilités de travailler la frite fraîche? Nous avons posé la question à l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. L'AFSCA mettrait-elle des bâtons dans les roues de ceux qui voudraient éplucher eux-mêmes et continuer un vrai travail d'artisan? L'AFSCA met aucun bâton dans les roues. L'épluchage de pommes de terre en tant que tel, il n'y a aucun problème. En matière d'hygiène, il n'y a aucune norme supplémentaire si on veut éplucher une pomme de terre. Un couteau, une bassine propre pour les mettre et les refroidir si on a besoin, on veut les conserver. C'est clairement un alibi, oui, c'est clair. Les plus grands noms de la frite belge viennent donc s'approvisionner ici, chez Remo Frites, dans la banlieue d'Anvers. Cette usine de transformation de la pomme de terre a le vent en poupe. Elle conditionne 7 tonnes de frites par heure dans des sacs sous atmosphère modifiés. Explication. Gewijzigde atmosfeer is een mengsel van twee gassen, stikstof en CO2, die we in de zak aanbrengen en we vermijden zuurstof. Want zuurstof laat de friet oxideren. Het is ook een nieuwere techniek die toch verschillende voordelen heeft, namelijk betere bewaring, minder uittreden van vocht en we kunnen werken zonder bewaarmiddelen. Ainsi donc, pour conserver les frites plus longtemps, l'usine Remo va saturer les sacs en azote et en gaz carbonique. L'atmosphère modifiée consiste à chasser l'oxygène du sac. Démonstration. Nu bevindt zich 0,8% zuurstof in de verpakking. Dus we kunnen zeggen dat de zuurstof weg is uit de verpakking. En dit is ook de reden dat de frieten niet verkleuren en ook 5 à 6 dagen gaan bewaren. Dans le hangar de stockage réfrigéré, l'usine propose aussi des sacs de pommes de terre épluchées, mais entières. Seulement 7 à 10% des friteries exigent encore ces pommes de terre non découpées. Er zijn twee redenen. Enerzijds is vaak de friterist die vroeger zelf de aardappelen schilde, die nu nog de machine heeft om de frieten te snijden. Die koopt nog die aardappelen bij ons. En ten tweede ook de mensen die houden van het artisanale, het ambachtelijke. Als deze friet wordt gesneden in frietjes, dan zitten er ook heel vele kleine kantstukjes in. En dat heeft ook al zijn effect. Des sacs sous atmosphère modifiée, apparemment rien d'inquiétant. Mais pour les connaisseurs, c'est autre chose. Le Frite-Côte du Bourdon, à Uccle, fait partie de ces 7 à 10% de friteries qui travaillent la pomme de terre pré-épluchée, mais entière. Les Delin, père et fils, ont renoncé à la corvée épluchage, mais pas à la coupe en dernière minute. Et ils ont leur raison. Quand vous allez dans une friterie, vous pouvez tester ça. Quand vous avez des gens qui travaillent avec des sacs de frites pré-coupés, en général, le bout des frites est dur, parce qu'elles sont un peu sèches. C'est-à-dire quand on laisse la patate jusqu'à la dernière minute entière et qu'on les coupe à la dernière minute, elles sont plus humides et elles sont plus moelleuses, croquantes mais moelleuses. Daniel Delin sait de quoi il parle. Voilà 33 ans qu'il manie l'araignée dans ses cuves. Ce chevalier de l'ordre du Cornet d'Or passe pour un puriste, une sommité de la frite belge. S'il vous plaît. Saute avec. Un bon appétit. Merci bien. Le Frite-Côte a fait son entrée dans le guide du routard. Les télévisions françaises font le déplacement jusqu'à Uccle. Daniel savoure son bain de reconnaissance. Oui, je commence à être connu. Et ça vous fait quoi? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'années de travail, c'est une reconnaissance. La clientèle est fidèle. Les frites picobello, s'ils ne sont pas bonnes,
j'aurais jamais revenu 2 fois. Il faut dire que la friterie, c'est aussi souvent l'âme d'un quartier, le lieu de toutes les confidences. C'est bon pour les mariages. Je te connaissais avant que j'étais avec Linda. Voilà. Juste pas. Donc ça fait 26 ans. Donc ça fait... 26 ans qu'on se connaît. Hein. Ouais. Et toujours fidèle. Hein. Tout le temps fidèle, tout le temps fidèle. Ces frites, coupées minutes, sont en tout cas particulièrement savoureuses. La graisse de bœuf leur donne un goût inimitable, mais à consommer évidemment avec modération. On dit qu'il y a un secret à la pré-cuisson chez vous. C'est quoi le secret? Ça, je dirais à celui qui reprend. Oui, mets-moi une fois une pinche, tiens, parce que j'attrape soif de parler. Mais combien de frituristes travaillent encore la pomme de terre non épluchée? L'espèce, il faut bien le dire, semble en voie de disparition. À Liège, devant sa peleuse artisanale, nous avons rencontré Giovanni, l'un des défenseurs les plus ardents de la frite fraîche. Vous les épluchez vous-même? Oui. Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça Mais change? je viens de vous le dire, la pomme de terre est meilleure et il n'y a pas de produit. Et vous ne cassez pas les graisses. Et ça, c'est fondamental quand on fait des... Fondamental. D'ailleurs, écoutez, vous devriez aller dans une friture et ouvrir un sac. Ça pue. Ça sent quoi? Ça sent la merde. Et comment ça se fait que vous... Je me demande bien comment ils en vendent encore, moi. Alors, qu'est-ce que vous pensez des frites surgelées, vous? La merde. À ce point-là? Ah oui. Faut être logique, hein. Chez Giovanni, les binches arrivent en vrac. C'est aussi meilleur marché que de les acheter conditionnés. On n'en voit plus beaucoup des comme vous. Des feignants. C'est vraiment ça le problème, vous pensez? Oui, ah bah, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr. Il y a 10 ans, Giovanni a été classé par Testachat parmi les 10 meilleures friteries de Belgique. Épluchage à la main et coupe à la main. À la main. Hein, oui. Autant dire qu'il en connaît un rayon. Celui qui ne fait pas une bonne frite, c'est vraiment un imbécile. C'est vraiment un imbécile. Pourquoi? Tu vois le machin là? Eh bien, je les mettrai dedans quand elle est à 127. 27? 127. Tu vois que c'est pas difficile, hein? Mais il faut connaître la bonne température. Ah, ouais, je vais bien les mouiller toutes. 127 degrés, voilà qui est pour le moins précis. En Belgique, chaque frituriste a son secret, sa méthode. Alors, pour dégoter la frite parfaite, ne plie pas. Un bon conseil, il suffit parfois d'écouter le passionné vous parler de son produit. Hein? Une frite, c'est une vie, hein? Il y a des signes qui ne trompent pas. Elle est volontaire, elle est née, elle fait des petits, elle vient, après il faut l'éplucher, il faut la laver, il faut la couper, il faut lui donner de l'air, pas en mettre de trop. Il faut en prendre soin. Ah, comme d'une femme, à peu près pareil. Intéressons-nous à présent au restaurant. Combien sont-ils encore à travailler la frite au départ de pommes de terre fraîches? Apparemment très peu. Le geste répété inlassablement par Victoire chaque matin a plutôt tendance à disparaître. Un travail de très grande précision. Ça c'est vrai, oui. Et ça c'est vraiment des pommes de terre qui sont pas lavées quoi. Hein. Ils sont vraiment de ferme, qui y a encore le bon goût. Hein. Et vous faites combien de pommes de terre par jour comme ça alors? Oh, par jour quand même 10 kilos. Oui. Au restaurant de Mayer, la frite est une affaire de famille. Victoire épluche, Freddy, son mari, taille les frites au couteau. C'est important ce travail d'artisan pour la frite en particulier? Ouais, moi je pense, oui. Ouais, bah, on est peut-être un peu vieux jeu, mais moi je tiens à être vieux jeu. Je trouve que la pomme de terre mérite ça. Quand on sait encore le faire, comme dans l'ancien temps, je pense que le jour que j'ai un peu la tremblote, je prendrai peut-être une machine. Et chez De Mayer, on ne trouve pas de frites surgelées? Ah non, ça, il n'y a pas question, non. Tous les pommes de terre, les chutes, ils partent en purée truffée. Tout est employé, aucun déchet, mais tout est employé frais. Hein. Freddy Van de Casserie a été le premier chef tri-étoilé en dehors de France, derrière les fourneaux de l'ancienne Villa Lorraine. Et voilà.
Aujourd'hui, c'est son fils Patrick qui gère les cuissons. On les poche à 140 degrés pendant plus ou moins 2 minutes, 2 minutes et demie, 3 minutes. Et Patrick ne veut rien entendre des frites conditionnées en usine. Si on l'achète déjà découpé, ça a été épluché peut-être le jour avant, ça a été mis dans une eau sous vide, on perd tout le temps de la qualité de la pomme de terre, tout le temps. Plus longtemps qu'on attend, qu'on a des espaces entre l'épluché, la découpe, le pochage, on perd toujours du goût, le vrai goût de la bonne frite. Patrick n'admet donc qu'une seule recette. Quand on est en restaurant ou même dans un bon frite-côte, on le fait à la main. La plupart du temps, la frite a été bannie des grands restaurants. Elle est croustillante, ça s'entend, hop. Comme si elle n'était qu'une fille de la rue, indigne des grandes tables du monde. Ici pourtant on sert des pommes allumettes, pas des frites à proprement parler. Alors la belle aurait-elle encore du mal à trouver la place qu'elle mérite? C'est un peu plus féminin, parce qu'une pomme frite, une grosse pomme frite, une dame, je crois qu'elle préfère manger une petite pomme allumette, quelque chose de fin, et pour moi, en goût, une pomme allumette, c'est vraiment top. Dans la salle, en tout cas, le résultat sur les clients est sans équivoque. La vraie frite maison garde un goût incomparable, que la plupart des convives avaient presque oublié. C'est différent de ce qu'on peut trouver dans d'autres restaurants ou dans des frites côtes plus traditionnelles? Rien à voir, clairement rien à voir. Je veux dire la coupe déjà, premièrement. Deuxièmement, le fait qu'on voit que ce sont des frites fraîches. Dans la majorité des restaurants, malheureusement, aujourd'hui, ce sont des frites surgelées. Ici, vraiment, justement, il y a ce croquant, mais il y a encore cette pomme de terre dedans qui fait que voilà, on apprécie vraiment. De Mailleur est un restaurant familial, de taille modeste, 65 couverts maximum, et un leitmotiv, servir du frais. Autre décor chez Léon, au cœur de Bruxelles. Bienvenue dans le temple des moules frites. La petite friture de la rue des Bouchers est devenue le plus grand restaurant de la capitale. Passage presque obligatoire pour les touristes dans le centre-ville. Chez Léon, on sert en moyenne près de 1000 clients par jour, 395 000 couverts par an. Le restaurant tourne 7 jours sur 7. Il propose 120 plats à la carte, 14 préparations de moules et 27 desserts. Ça, c'est un cheval de bataille ici chez Léon. C'est excellent, la sole meunière et le saumon grillé avec des bonnes frites. En plus de ça, ici en Belgique, ce sont des frites intelligentes parce que la pomme de terre est cultivée. Voilà, c'est la blague de chez André de chez Léon. Merci beaucoup, monsieur. Autant dire qu'ici, le débit est considérable. Le chef écoule 95 000 tonnes de frites par an. Prends-moi un carton de frites, s'il te plaît. Donc tu peux nous déposer là, me reprendre un deuxième, s'il te plaît. Mais chez Léon, on a fait le choix des frites surgelées. Elles sont conditionnées par l'Utosa. Elles ont l'avantage de rester chaudes plus longtemps qu'une frite traditionnelle. C'est-à-dire que donc elles ont été pochées dans un bain d'eau sucrée quelques secondes, et puis elles sont passées dans une première pré-cuisson, et dans la deuxième cuisson, le fait de les avoir pochées dans le bain sucré permet de faire une légère carapace, donner un côté beaucoup plus croustillant, et de maintenir la frite beaucoup plus chaude plus longtemps, qui est plus appréciable pour le consommateur. Ces frites-là sont plongées donc dans du sucre? Non, dans un bain d'eau sucrée, quelques secondes, juste pour qu'il y ait une légère absorption de sucre, et après, elles sont repassées dans un bain. Un bain d'huile classique, à 140 degrés, et après, il les congèle. Olivier explique que grâce à ce procédé, l'Utosa lui garantit une qualité de frites constante tout au long de l'année. C'est à ses yeux le plus important. Et vous, dans votre âme de cuisinier, vous ne regrettez pas un moment de ne pas pouvoir cuisiner une frite fraîchement coupée du jour? Dans mon âme de cuisinier, franchement non, parce que je veux dire, comme je suis amené à gérer beaucoup de choses et que je veux dire, on a quand même 120 plats à la carte, je veux dire, à un moment donné, il faut pouvoir se faciliter un petit peu la vie, entre guillemets, et parfois de faire sous-traiter, je veux dire, pour avoir un produit avec une qualité constante, c'est mieux de pouvoir faire confiance, je veux dire, à un professionnel. Donc vous sous-traitez la frite? On sous-traite la frite, ouais.
Mario totalise 45 années de service chez Léon. Il a connu l'épluchage des pommes de terre, la coupe au couteau, la double cuisson dans de gigantesques marmites. Mais aujourd'hui, il ne regrette pas l'évolution vers la frite surgelée. Bien chaude et croustillante. Non, ce sera impossible de faire les frites à la main. Avec le volume de clients qu'on a, il faudra mettre 2-3 personnes, alors la frite devient aussi chère que le caviar, c'est pas possible. Le restaurant annonce 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, mais il entend gérer ses coûts. Il emploie déjà 92 personnes à temps plein. Pour servir des frites fraîches, il faudrait apparemment 3 employés supplémentaires. Quand on vous dit je voudrais un moule frites, est-ce que vous précisez aux clients que ce sont des frites surgelées? Il n'y a pas de raison de le préciser. Nous venons ici pour servir des clients qui souhaitent un moule frites. Nos pommes de terre sont belges, les frites sont belges, faites à base de pommes de terre bintje et non à base de féculents de pommes de terre. J'insiste, les clients sont enchantés d'arriver dans un restaurant qui sert de la cuisine belge. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? En Belgique, il est encore impossible de savoir si les produits servis sont surgelés ou frais. Mais chez nos voisins français, une proposition de loi est à l'examen pour distinguer, dans les restaurants, le fait maison de l'industriel. Le Belge Lutosa appartient désormais à McCain, une multinationale tentaculaire. Dans le nord de la France, le groupe canadien exploite la plus grande chaîne de production de frites surgelées au monde. Une usine de la démesure et des chiffres qui donnent le tournis. Donc à l'heure actuelle, on emballe entre 25 et 30 tonnes de frites à l'heure. 25 à 30 tonnes de frites à l'heure. Ça fait de nous le leader mondial de la frite surgelée. Autant dire qu'ici, vous ne verrez personne équipé d'un épluche-patate. Chez McCain, tout est automatisé. Chaque heure, 50 tonnes de pommes de terre sont déshabillées grâce à un système hyper sophistiqué. On va rentrer 300 kg de pommes de terre dans une grosse cocotte dans laquelle on va monter très fort en pression. Et l'eau qui est naturellement dans la pomme de terre va monter à très très forte température. Et au bout de 50 secondes, on va libérer la pression, ce qui fait que cette eau va se transformer en vapeur et donc va éclater la peau à l'intérieur de la pomme de terre. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire 300 kg en moins de 50 secondes. Dans un vacarme assourdissant, les frites dévalent par milliards des trancheuses acérées vers les tapis roulants. Elles sont toutes identiques, toutes blanches, toutes calibrées au millimètre. Elles vont prendre leur premier bain d'huile avant d'être refroidies, puis surgelées à moins 18 degrés. Alors il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a pas d'addition sur la pomme de terre. Il faut savoir qu'une frite surgelée, ce n'est ni plus ni moins que 95% de pommes de terre et 5% d'huile. Au final, certains échantillons passent à l'inspection en laboratoire. Tu me les as salés? Double portion de sel pour monsieur. Apparence, texture, croustillance, tout est contrôlé par des goûteurs. On est sur un produit qui est bien homogène. Il y a quelques imperfections peut-être à corriger si on veut aller viser l'optimum, mais globalement c'est satisfaisant sur l'apparence. Quelle que soit la pomme de terre de départ, les frites doivent donc présenter le même goût à l'arrivée. Quelqu'un d'averti pourra reconnaître une chair un peu plus pâle ou un peu plus jaune, un goût un petit peu plus sucré ou un peu plus neutre, mais une personne qui n'a pas l'habitude de goûter des frites verra à peu près un produit homogène. En d'autres termes, McCain mondialise le goût de la frite. Le directeur va aussi nous confirmer que dès le début du processus, les frites sont blanchies, puis plongées dans un bain de dextrose. Le blanchiment nous permet d'extraire le sucre naturel de la pomme de terre, qui est de l'amidon, et de rajouter un bain sucré pour pouvoir garantir une même quantité de sucre dans les frites surgelées, dans les frites. Et c'est cette quantité de sucre qui, dans la friteuse, va permettre de garantir une coloration homogène. Tous nos cahiers des charges demandent une couleur homogène sur l'ensemble des frites. L'usine de Matoug arrose en frites tous les fast-foods d'Europe. Tous les Quick, les McDonald's, les Burger King, les KFC. Un marché colossal. Et McCain ne se limite évidemment pas au vieux continent.
Il est sûr et certain que partout dans le monde, même à l'heure à laquelle on parle, une frite sur 3 consommée sur la planète vient d'une de nos usines McCain dans le monde. McCain déclare cuire les frites à l'huile de tournesol, sauf si ses clients exigent des huiles meilleur marché, comme l'huile de palme. Alors comment résister à la puissance et de leurs frites standardisées? Jusqu'à 19, s'il vous plaît. Comment sauvegarder une frite parfois en péril? Ça arrive les 2 decks là? Juste là. Un classique du deck. 45 s'il vous plaît, 45. Dans cette friterie, on a visiblement trouvé la formule. Cette file jusqu'au trottoir en témoigne. Bienvenue chez le roi de la frite. Son palais, le croirez-vous, trône sur les grands boulevards parisiens. Oui, en termes de frites, c'est les meilleurs de Paris. C'est super bon, les gens ils sont super sympas. On dit que c'est le roi de la frite, vous êtes d'accord avec ça? Ouais, vraiment. Elles sont très bonnes et ça nous rappelle les frites belges justement. Car ici, tout est décliné aux couleurs noir, jaune, rouge. On peut même commander une mitraillette ou des fricadelles. Alors la frite belge serait-elle devenue le dernier rempart pour lutter contre la frite industrielle? Je suis le seul à Paris à faire ça, à proposer de la vraie frite authentique, cuite dans la graisse de bœuf, avec le principe de la double cuisson. Vous voyez, les frites pré-cuites juste au-dessus, et puis ensuite cuisson finale pour le client, pour que bien croustillante et bien moelleuse. C'est le savoir-faire belge, ça. Ça, c'est une recette vieille de 150 ans. Elle n'a pas bougé, et ça reste la meilleure. Le roi Thibault mène une croisade. Il veut bouter hors de France la frite surgelée. Ses compatriotes apprécient. En fait, on est étonné parce que c'est beaucoup moins cher que McDo et c'est des quantités énormes de frites. Alors certes, les formules avec les burgers c'est un peu plus cher, mais là on en a eu pour 7 € même pas et on a 1 kilo de frites quoi, et des boissons et des trucs croustillants au poulet, donc voilà, c'est hyper rentable quoi. Je veux d'abord que tu me sortes la commande avec les boulettes et tout ça. À 24 ans à peine, Thibault de Clercq a déjà 17 employés sous ses ordres. J'ai qu'un seul parallèle dans ma liste. C'est pas grave, t'as les steaks, tu me lances, tu m'écoutes et tu sors ce que je te demande de sortir. Avec plus de 700 clients par jour, il écoule 18 tonnes de frites par mois, livrées par l'Anversois Rémo. Ces cornets de frites belges font un véritable carton. Ce n'est jamais que de la pomme de terre, hein, donc c'est une activité, assez rentable, oui, effectivement. Ça me dégage suffisamment d'argent pour pouvoir réinvestir dans l'ouverture de nouveaux emplacements. Ouais. On n'a pas fini d'entendre parler du roi de la frite alors? J'espère bien. Normalement, le roi n'a pas fini sa marche. Thibault a déjà ouvert 2 adresses. La 3e sera inaugurée le mois prochain. Il faut dire qu'à Paris, la frite a clairement la cote. Exemple avec la Maison F, le nouveau lieu de rendez-vous des branchés de la capitale. On peut y déguster des assortiments de frites, dès l'apéritif au bar à cocktail. Il y a une pomme frite normale, une peau neuve, une coin de rue qui est salée avec sa peau, et puis après ça alterne avec une frite de patate douce, ou alors de temps en temps il y a des frites de risotto. Déguster une bonne frite dans un endroit chic, c'est sympa. La frite ici a détrôné les cacahuètes, trop populaires, ou les chips, un peu vulgaires. Voilà, ils mettent les frites à l'honneur comme un produit pas de luxe, mais ils revisitent la frite et c'est rigolo. La Maison F a ouvert ses portes il y a 3 mois à peine. Je regarde, je reviens vers toi tout de suite. Et depuis, elle ne désemplit pas. Ce soir, c'est mercredi. Et tous les mercredis à Maison F, c'est la belle vie. On croit que les frites, c'est un produit banal, c'est pas très original, c'est dépassé, voilà, c'est gras. Non, on revisite ça, ça fait tendance, ça fait chic, ça fait... La frite, c'est chic. Voilà, exactement. Ça fait in, voilà. À l'étage, dans la partie restaurant, le concept prend encore une autre dimension. Ici, vous avez la classique qui est un peu plus fine et qui est faite à la graisse de canard. Le client choisit d'abord et avant tout le calibre de sa frite. Et puis, accessoirement, le plat qui l'accompagne.
Alors que d'habitude c'est une viande ou un poisson et puis éventuellement un accompagnement légumes. Là c'est vraiment l'inverse. En cuisine, la frite est donc considérée comme le mets principal. Une patate douce, une coin de rue, une pont neuf, une pomme frite en direct. Oui, chef. Décliner autant que possible, soigner aux petits oignons. Ici, on mise sur le grand retour du fait maison. Chef, vous vous imaginez un moment ne servir que des frites quand vous êtes lancé en cuisine? Jamais, jamais, on y prend plaisir au fil des jours. Qu'est-ce qui vous plaît exactement? Le contact avec différentes patates, au final, les assaisonnements, les huiles. Il faut dire qu'il existe des milliers de variétés de pommes de terre. Le travail de la frite est donc infini. Donc moi je propose qu'on fasse des essais sur la vitelotte. Dans les caves de la maison F, les belles sommeillent en attendant leur cuisson. On va peut-être revoir la température de l'huile. Tu vois quel calibre? On va tester l'allumette. Le restaurant s'est même adjoint les services d'Anne de la Forêt, une véritable amoureuse de la pomme de terre frite. Ouais, je suis experte en frites. Fritologue. Voilà, exactement. L'équipe a pour réel objectif d'embourgeoiser la frite, la sublimer, mais sans lui enlever son côté populaire. Et ça va pouvoir faire une frite assez sympa. C'est la haute couture de la frite. Alors, haute couture de la frite, c'est très prétentieux, mais ouais, c'est ce qu'on essaie de faire, voilà. Et on est plus sur un simple produit qu'on fait rapidement, que de toute façon on a dans notre assiette, et que de toute façon le client ne se plaindra pas, même si c'est pas bon. Et on en a mangé, je pense, tous, les uns comme les autres, des frites pas bonnes. Voilà, et c'est quand même hyper dommage, parce qu'une vraie bonne frite, c'est quand même un vrai bon aliment. La maison F se définit donc comme le premier établissement à oser redorer le blason de la frite. Mais alors les Français sauveront-ils cette frite en péril? Donc là, elles sont juste blanchies. Après avoir raillé les Belges sur le thème pendant des décennies, ils n'hésitent plus aujourd'hui à revendiquer la paternité de cette invention géniale. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Mais forcément, elle est née chez nous. Voilà, par contre, vous l'avez complètement, vous l'êtes approprié, puis vous l'avez rendu un produit culturellement très populaire chez vous. Et donc la frite est française, et plus que ça, ou mieux que ça, elle est parisienne? Elle est parisienne. Ainsi donc, la frite serait parisienne. Certains racontent qu'elle est née sous le Pont-Neuf, juste avant la Révolution française, à la fin du XVIIIe siècle. Le long de la Seine, les premiers curieux auraient alors découvert le goût des morceaux de pommes de terre frits dans l'huile bouillante. Mais une autre légende situe l'origine de la frite en Belgique, au XVIIe siècle en bord de Meuse. L'hiver est rigoureux, les pêcheurs ne ramènent rien. Ils auraient alors découpé leurs pommes de terre en forme de petits poissons avant de les faire frire et de s'en régaler. Mais la véritable histoire de la frite, c'est sûrement cet homme qui la détient. Frédéric Krieger, alias Monsieur Fritz, un forain d'origine allemande. C'est le premier à avoir installé une baraque à frites en Belgique. L'homme arrivait des rôtisseries de Paris, où l'on travaillait déjà les rondelles de pommes de terre rissolées. Il aurait amélioré le concept en faisant frire des bâtonnets. Et vous appelez ça comment? Des pommes frites. Quand il arrive, on est à la fin des années 1830, personne ne connaît ce produit et il va en faire un des plats, un des mets les plus populaires de la foire. Fritz devient une véritable marque. Quand l'homme décède sur la foire de Liège en 1861, les journaux annoncent la mort de l'inventeur de la friture. C'est le premier à avoir établi ce petit royaume de la frite en Belgique. La frite a donc ses racines bien ancrées en Belgique. Et s'il y a bien un homme convaincu qu'il faut valoriser cette histoire et ce savoir-faire, c'est sans doute Bernard Lefebvre, le président de l'Union des frituristes belges. Komt nog mayonaise of sommet? As long as you don't say French fries, it's okay. Not French, Belgian. Bernard est le patron de la friterie chez Max, à Anvers, ouverte à l'époque de Monsieur Fritz.
Two. Big ones, small ones? Small ones. You want samurai sauce? Do you have samurai Spicy, sauce? eh? Spicy? Yes, hot. Pour lui, la culture frituresque belge fait partie de notre patrimoine et de notre ADN. Il aimerait que la Belgique introduise une demande à l'UNESCO pour faire de la frite rien moins qu'un patrimoine de l'humanité. En fait, c'est étonnant que ce ne soit pas encore classé. Et c'est parce que c'est tellement évident qu'on n'y prend pas attention. Je crois que ce qui est bon, mais ce qui est simple, risque à terme de peut-être disparaître. Et étant donné que le Belge n'est pas très chauviniste, tout ce qui est typiquement belge, si ce n'est pas nous qui le reconnaissons, je ne vois pas qui le ferait. Au même titre que la bière belge fait son chemin vers l'UNESCO, les frites pourraient donc rentrer un jour, qui sait, au patrimoine immatériel. J'ai connu les frites côtes depuis que je suis gamin. Ça fait partie de tout le folklore habituel. C'est très agréable. Le contact social, la diversité de population. Parler français en Anvers, c'est magnifique. C'est une richesse pour le pays, ces frites côtes. Ça fait partie de notre culture, vous dites? Oui, moi j'aime beaucoup, oui. Oui. Ça fait partie de la réputation de la Belgique, je crois. L'Union des frituristes est la seule association professionnelle qui n'ait pas été scindée dans notre pays. Le comble de la belgitude, sans aucun doute. Je crois qu'il y a 10 ans, le mot belge était dangereux à utiliser. Tandis que maintenant, j'ai l'impression que ce l'est beaucoup moins. Oui. Même ici à Anvers, alors vous voyez, on a un drapeau belge. Monsieur De Wever passe tous les jours. Il vient manger des frites? Depuis qu'il est au régime, c'est fini. Vous voyez qu'il est malade depuis là. Les communautés flamandes et germanophones viennent de reconnaître les friteries comme faisant partie de leur héritage culturel. La ministre francophone de la Culture soutient également l'initiative des frituristes. C'est rites et coutumes et savoir-faire. Je dirais ce sont les points 7, 8 et 9 sur lesquels on va jouer. Si les trois communautés du pays s'entendent pour introduire le dossier frites à l'UNESCO, ce serait pour Bernard Lefebvre une belle victoire. Mais je crois que c'est un dossier qui va les faire sourire. Et c'est déjà un bon commencement. On parle de plus en plus de détricoter le pays et de devoir se mettre d'accord sur ce qu'on va encore faire ensemble. Ah ben, je crois que la frite, qu'on le veuille ou non, voilà quelque chose qu'on va continuer à faire ensemble. La frite, comme ciment de l'union nationale, voilà sans doute un symbole inattendu, mais bien précieux. Qui dit frites dit aussi bien souvent steak. Le steak frites, c'est incontestablement l'un de nos plats nationaux. Mais il existe de nombreuses catégories de bœuf, belge ou étranger, bio ou halal. Alors comment bien le choisir? Quelles sont les principales caractéristiques de toutes ces viandes? Vous allez le voir, les gastronomes préfèrent le steak étranger, entre autres parce que le blanc-bleu belge serait trop fade. Alors qu'en est-il réellement? Pourquoi notre steak manque-t-il de goût? Voici l'enquête de David Brichard et Guillaume Volmer. Cet homme est un collectionneur d'un genre un peu particulier. Si certains se passionnent pour le vin, lui son trésor, c'est la viande de bœuf, et pas n'importe laquelle. Il recherche l'excellence, les pièces d'exception, les grands crus en quelque sorte. Et comme pour les meilleurs vins, c'est avec l'âge que ces viandes se bonifient, qu'elles prennent du goût. Ici, en viande maturée, on a que des viandes maturées qui ont entre 30, 40, 50 jours. Aubrac, Salaire, c'est différentes races. Faire vieillir la viande, l'affiner, c'est tout un art. Cela ne s'improvise pas. Les conditions de conservation sont primordiales. Une température proche de 0 degré et un taux d'humidité contrôlé. Ainsi, la viande sèche lentement, en se vidant peu à peu de son eau. Cette eau qu'on retire, c'est de l'eau qui est dans la bête, ça sèche. C'est comme quand vous mettez un jambon de Parme quand il est frais, après 24 mois, il fait plus que la moitié du... Ces jambons qui font 9-10 kilos, après 24 mois, ils en font 5, 6 maximum. Donc c'est une perte. Dans le vin, on appelle ça la part des anges. Donc c'est l'alcool qui s'évapore. C'est un peu la part des anges de la viande.
D'aspect peu appétissant, une viande maturée se révèle une fois sa croûte retirée. Ça c'est bien oxydé, mais c'est très sec, c'est pas collant, c'est pas pourri, c'est pas poissé. C'est oxydé tout simplement. Derrière vous avez ça. Cette couleur magnifique, ce persillage magnifique. Et le goût. Du grand goût. Du grand goût. Le grand goût, c'est la graisse qui le donne. Et dans le cas d'une viande affinée, cette graisse a pris le temps de développer tous ses arômes. Vous voyez que sans mettre de matière grasse, aucune, on arrive à saisir la viande. Découvrir la saveur de ce produit d'exception, cela a un prix. Entre 80 et 200 € le kilo dans le restaurant de Luc Broutard. Mais une fois dans la bouche, c'est l'explosion gustative. Là, on a la tendreté et la jutosité, même dans les parties un peu plus cuites. C'est beaucoup plus juteux, beaucoup moins ferme en bouche, il y a beaucoup moins de mâche, mais il y a autant de goût par contre. Une viande comme celle-ci suscite différentes émotions. Son goût est une sensation unique. Mais pourrait-on en dire autant du steak que nous mangeons tous les jours ? Bleu, saignant, à point, peu importe la cuisson, le Belge est incontestablement un amateur de viande rouge. Quand je mange de la viande, je me sens bien. On se sent heureux. Et ce qu'il consomme le plus, c'est du steak, qu'il accompagne généralement d'une sauce. De préférence, je l'agrémente avec une petite sauce au poivre, une petite sauce à la crème. Mais cette façon bien de chez nous de déguster le steak cache peut-être un manque de goût. Le blanc-bleu belge, notre steak national, réputé pour sa tendreté, est jugé par certains sans saveur. Sans sauce, le blanc-bleu, ça n'a pas de goût. Je vais vous dire franchement, il y a 25 ans ou 30 ans que je ne mange plus de blanc-bleu belge. Les viandes étrangères, le halal ou le bio, les alternatives sont nombreuses, mais sont-elles la garantie de manger un meilleur steak? Les Irlandais, j'en avais jamais mangé. Et franchement, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Je coupais le halal, il y avait du jus dans l'assiette. Bio, c'est bon. Pour moi, c'est de la foutaise complète. D'où notre question du jour. Pourquoi notre steak manque-t-il de goût? Nous débutons notre enquête en reproduisant le geste du consommateur. Dans différentes grandes surfaces et boucheries, nous allons chercher des steaks classiques, premier choix. Notre ambition est d'organiser un grand test comparatif. Nous achetons 10 morceaux de viande, plus ou moins représentatifs du marché belge. Nous prenons d'abord les steaks les plus vendus du marché, 4 steaks blanc-bleu belge, 2 de grande surface et 2 de boucherie traditionnelle. Leur prix tourne autour des 17 € le kilo. Nous achetons également 2 steaks bio, le premier chez Deleuze, le second dans une boucherie bio. Ces 2 morceaux dépassent largement les 20 € le kilo. À cela, on ajoute des viandes d'origine étrangère, un steak irlandais, un steak argentin et un steak français de race limousine. Leur prix varie entre 16 et 27 € le kilo. Et enfin, nous terminons nos achats dans une boucherie halal. On nous propose là le steak le moins cher du marché, à 13 € le kilo. Chaque morceau provient de la cuisse du bovin, la meilleure partie de la bête pour faire du steak. Nous n'avons par contre trouvé que du contrefilet en viande irlandaise, le steak traditionnel n'étant que très peu importé en Belgique. Ces steaks, nous les apportons tous ici, au restaurant La Table du Boucher, situé en plein cœur de Mons. Ce lieu de gastronomie est réputé pour l'excellence de sa viande. On y goûte des entrecôtes ou côtes à l'os presque impossibles à trouver ailleurs. Charolais bio de chez Jacquet. C'est ici que nous allons organiser notre testing, dans l'établissement de Luc Broutard. Ils sont bien au frais. Pour goûter tout cela, nous avons invité un jury. 3 amateurs de viande mais qui ne s'y connaissent pas plus que ça. Ils ont pourtant des critères de qualité bien précis. Tendre, saignant et qui ait du goût. Un peu de gras mais pas trop. Pas beaucoup de nerfs parce que ça va casser la tendreté de la viande. 3 spécialistes de la gastronomie viendront renforcer l'équipe, une journaliste culinaire,
le chef d'un restaurant étoilé et un sommelier chef de salle dans un restaurant maintes fois primé. Pour les séduire, il faudra que les steaks soient à la hauteur. Le goût, le jus, ça doit saigner dans l'assiette. La tendreté, le goût et la finesse de la viande. Qu'elle dégage un certain jus, pas trop, et puis qu'elle ait du goût et une odeur qui me conviennent, qui soit un vrai morceau de bœuf. Notre chef cuisinier du testing, ce vrai passionné de viande, cuira tous les steaks de manière identique sur un grill. Sa technique est bien rodée. Bien la saisir et un peu de repos avant de la découper, c'est tout. Combien de temps? Pour un steak comme ça va vite, hein. C'est 2 minutes de cuisson sur une graisse très chaude, 1 minute 32 minutes, et autant de repos que de cuisson. On laisse reposer, on découpe et on envoie. Si vous coupez directement, tout le jus de la viande va couler, et là ça fait une viande qui devient sec. Durant toute la durée du test, il sera surveillé de près par un huissier de justice. L'épreuve se déroulera à l'aveugle. Tous les testeurs devront mettre une cote sur 100 pour chacune des viandes proposées. Au final, un classement général sera établi. Ce classement nous donnera une petite idée des steaks que les Belges préfèrent. Place à la dégustation. Les morceaux de viande arrivent par vagues successives. Il faut laisser le temps aux testeurs de goûter, de se forger une première opinion. Du côté des amateurs, pas toujours simple d'établir une différence claire entre les viandes. Les professionnels, par contre, utilisent les techniques des vrais connaisseurs. Ils touchent, ils sentent, ils observent, mais surtout ils cherchent une différence gustative. Au terme de la dégustation, notre jury n'est pas tout à fait satisfait de ce qu'il vient de goûter. C'était vraiment du steak. Donc ça manquait de gras, ça manquait un petit peu de persillet. Le persillet au niveau de la viande. On a mangé de la viande saignante et on a retrouvé ce qu'on peut appeler le goût ou la texture du steak. Voilà. Bon, c'est un grand mot. C'était correct pour certaines viandes, mais d'autres, ça avait le même goût et c'était pas bien mangé, non. Franchement, non. Après 2h30 de dégustation, il est temps de rendre les copies. Merci. Et donc, monsieur l'huissier, je vais vous rendre les résultats. Vous allez faire le calcul. Hein. On fait les comptes. Et les résultats tombent. Nos testeurs sont plutôt surpris. Le classement va à l'encontre des idées reçues. Contre toute attente, les deux viandes bio sont bonnes dernières. Le label bio, synonyme de qualité, n'a pas convaincu notre jury. Et à plus de 20 € le kilo, on aurait pu s'attendre à mieux. Autre enseignement, les viandes étrangères sont les grandes gagnantes du testing. Elles s'emparent des 2 premières places et surclassent tout simplement les autres viandes. Dernière constatation, le steak halal divise. Rejeté par les amateurs, il a par contre séduit les professionnels. Nous commencerons l'analyse des résultats avec une déception de taille. Le blanc-bleu belge, notre steak national, le plus vendu chez nous, n'a pas convaincu notre jury. Les 4 morceaux terminent derrière les viandes étrangères. Ça manque de goût, quoi. Ça m'a fait penser au steak que me servait ma grand-mère. C'est-à-dire assez une odeur incolore, insipide, voilà. Viande tendre, insipide, très souvent avec un manque de goût. Je vais vous dire franchement, il y a 25 ans ou 30 ans que je ne mange plus de blanc-bleu belge. Donc j'ai du mal d'en parler. Une viande sans goût, insipide. Le jugement est sévère. Pourtant, ce blanc-bleu belge est une fierté nationale. Il est partout. Tout le monde en mange, parfois même sans le savoir. Lorsque vous achetez un steak, vous avez 9 chances sur 10 de tomber sur du blanc-bleu belge. Alors comment et pourquoi cette viande jugée sans saveur a-t-elle envahi les boucheries et les supermarchés? Aujourd'hui, le blanc-bleu belge représente 85% des bovins producteurs de viande en Belgique. Plus d'1 200 000 bêtes, une écrasante majorité. Jean de Villers est éleveur engraisseur à Marchais en province de Liège.
C'est un des plus importants de Wallonie. Dans sa ferme, il ne possède que des blancs-bleus belges. Pour lui, la première qualité de la race, c'est sa génétique. Les bêtes produisent peu de graisse et surtout développent une musculature spectaculaire. La race hyper musclée a été créée par l'œil de l'éleveur qui a sélectionné toute une série d'animaux qui portaient les gènes du doublement musclé. Et c'est ça qui a fait l'évolution de la race. Cette musculature sans égale a fait du blanc-bleu belge le champion du monde de la rentabilité. On peut extraire d'une de ces carcasses 70 à 80% de viande, un rendement bien supérieur à toutes les autres races. On s'est rendu compte que dans nos structures belges, avec des conditions d'exploitation qui sont quand même plus coûteuses qu'ailleurs, c'était une race qui donnait une marge bénéficiaire plus importante à l'éleveur qu'une race traditionnelle. Pour certains, le blanc-bleu belge a sauvé notre filière bovine. Grâce à ses particularités, son haut rendement, cette race permet à la Belgique d'être autosuffisante en viande. Mais ce choix purement économique ne s'est-il pas fait au détriment du goût? Direction Libramont, chez Olivier Leitz, le boucher qui nous a fourni un des steaks blanc-bleu belge de notre testing. Nous le retrouvons dans son arrière-boutique. Il s'apprête justement à désosser une carcasse de blanc-bleu belge, son produit phare en viande bovine. Du haut de ses 30 ans, Olivier travaille encore comme son père le faisait, à l'ancienne. Il prend son temps, il découpe minutieusement chaque pièce. Et pour répondre à la demande de la clientèle, il doit préparer jusqu'à 250 kg de ce blanc-bleu belge par semaine, un peu à contre-cœur. Les gens veulent quelque chose de sans air, de tendre. On ne veut pas forcément du goût quand on veut du blanc-bleu, mais on veut quelque chose de tendre. C'est pas un peu frustrant pour le boucher qui veut vendre une bonne viande? Si. Pour celui qui veut vendre quelque chose de goût, il ne faut pas forcément prendre du blanc-bleu, ou alors il faut prendre des vieilles vaches. Et donc c'est pour ça que vous avez d'autres sortes en étalage? D'autres sortes de viande, oui. Pour avoir quelque chose qui ait du goût. Et lorsqu'on lui demande un conseil, un steak avec du goût, il évite soigneusement le blanc-bleu belge. Mais par contre, nous propose une viande de race étrangère, bien grasse, au double du prix. Par préférence pour moi, je vais conseiller du charolais. Pourquoi ça? Parce que si vous regardez bien la comparaison, le charolais qui est persillé de graisse, ça a plus de goût que le blanc-bleu ici, qui est moins persillé. En fait, le blanc-bleu, c'est vraiment la grande consommation. Oui. Viande de second choix, viande de masse. C'est clair, le blanc-bleu belge n'est pas bien considéré par les spécialistes. Sans être le champion d'Europe, le Belge est un bon mangeur de viande bovine. Il en consomme en moyenne entre 10 et 15 kilos chaque année. Et c'est en grande surface qu'il va principalement l'acheter. Alors comment ces grandes enseignes répondent à la demande? Comment font-elles pour satisfaire l'appétit de leur clientèle? Nous nous rendons dans l'un de ces supermarchés. Le rayon boucherie ici déborde de viande. Il est en permanence réapprovisionné. De l'entrecôte au filet pur, en passant par le steak premier choix, le steak de notre testing, leur best-seller. L'amateur de viande peut satisfaire toutes ses envies. Et pour assurer un tel assortiment, cette grande surface propose 95% de blanc-bleu belge. Le client est habitué à cela. Il a trouvé son bonheur à travers ça parce que viande maigre, parce que viande tendre. Ce responsable de toutes les boucheries Carrefour n'a peut-être pas tort. Il suffit d'observer les clients sélectionner leur viande et de leur demander comment ils choisissent un steak. Je regarde qu'elles ne sont pas trop grasses, qu'elles ne sont pas trop rouges. Je lis l'étiquette. J'essaye de prendre la quantité qu'il me faut. Chez Carrefour, la viande est donc travaillée pour répondre aux attentes du consommateur. Tous les morceaux sont calibrés, de couleur pâle et surtout sans gras. Ce résultat toujours uniforme, très surprenant, serait le fruit d'une collaboration de longue date entre la grande distribution et les éleveurs. On les a aidés à s'améliorer pour faire de la meilleure qualité. On est derrière eux pour essayer de les faire monter, de les faire grandir. À la limite, on ne doit même presque plus, je vais dire, refuser de bêtes quand ils nous les proposent parce qu'ils sont tellement habitués. Ils savent exactement ce qu'on attend d'eux.
Les bovins ne sont pas des clones et pourtant les éleveurs parviennent à obtenir toujours le même type d'animal qui répond aux exigences des grandes surfaces. Dans l'étable de Jean de Villers, notre éleveur de Marchins, toutes ces bêtes sont destinées à finir dans les rayons de supermarchés. Pour obtenir un rendement maximal, l'éleveur doit suivre pour chaque enseigne un cahier des charges. C'est la Bible des éleveurs, un document qui dicte précisément et point par point comment les fermiers doivent travailler. Un cahier des charges précise tout ce à quoi nous devons nous conformer pour répondre aux filières de qualité. Alors, par exemple ici. Ici, voilà, dénomination de la race, âge à l'abattage, 16 mois. 16 à 26 mois pour ce cahier de charge-ci, 16 à 24 pour d'autres. Le poids, maximum 600 kg de carcasse. Tout est là, de la nourriture à donner aux bêtes à l'entretien correct de l'étable. Mais avant tout, les enseignes imposent l'élevage d'un seul type de bovin, un mâle qui sera abattu très jeune, le taurillon. Il s'est avéré que le fait de préciser une norme d'âge, surtout pour des taurillons, permettait d'avoir des carcasses plus uniformes, permettait d'avoir une couleur plus uniforme de viande, permettait aussi d'avoir une tendreté plus uniforme dans la viande. Si les grandes surfaces sont parvenues en quelques années à standardiser le blanc-bleu belge, c'est grâce à l'élevage intensif du taurillon. Le responsable de toutes les boucheries Carrefour va avouer à demi-mot la conséquence de cette politique. Ça reste une viande assez neutre, du fait qu'elle n'est pas grasse, oui. Elle perd un petit peu de cette qualité, comme on va dire, de goût. Il n'y a rien à faire. Neutre, sans goût, la grande distribution aurait-elle tué la vraie saveur du steak en exigeant des producteurs de la viande de taurillon? Pour Thierry Smack, président de la Fédération belge de la viande, la réponse est claire. Ce que veulent les grandes surfaces, c'est un produit qui se vend bien et qui garantit les mêmes qualités 365 jours par an, peu importe le goût. On va vendre un steak aujourd'hui, on va le vendre dans 15 jours, dans 3 mois, et on aura pour 99% la même qualité, le même goût, et ça se répète. Quand on va acheter notre bouteille de Coca-Cola, ben dans 3 mois, on veut que ça goûte la même chose. La standardisation du goût, l'élevage intensif de taurillon, ces méthodes de la grande distribution, personne dans la filière n'a osé les critiquer face caméra, par peur de représailles. Un vétérinaire soucieux de garder l'anonymat a finalement accepté de témoigner. Il fréquente les fermes tous les jours. Pour lui, la frustration des éleveurs ne fait aucun doute. Les éleveurs me disent qu'ils sont soumis à une grande pression de la grande distribution à travers les cahiers des charges, que les coûts pour produire sont énormes et donc ils ont du mal à survivre. Et donc ils sont déjà contents de pouvoir fournir leur taurillon aux grandes surfaces. Ils pourraient faire beaucoup mieux. S'ils étaient mieux payés, effectivement, effectivement, ils pourraient produire de la viande d'un âge plus avancé, avec plus de caractère et plus de goût. Une viande qui a pris le temps de se maturer, de s'engraisser et donc de présenter toutes les qualités gustatives recherchées par certains consommateurs. Mais là, ils ne peuvent pas le faire. Non, ils sont obligés de survivre. Tout n'est pas noir au royaume du blanc-bleu belge. Lors du testing, le jury a noté un steak bien mieux que les autres. Ce steak vient d'une boucherie artisanale. Il termine la compétition honorablement sur la 3e marche du podium. Je suis assez contente en fait d'avoir retrouvé, d'avoir apprécié cette viande. J'ai trouvé qu'elle était très tendre. Comparativement à d'autres viandes, c'était une viande qui présentait un jus, ce qui est important aussi pour un steak. C'est la preuve qu'il y a à l'intérieur quand même un certain taux de graisse, puisqu'elle elle coule un peu sans être trop saignante. Quel est le secret de cette viande? Pourquoi surclasse-t-elle les autres blancs-bleus belges? C'est dans cette boucherie artisanale de Pont-Drôme, dans la région namuroise, que ce steak a été acheté. S'ils viennent ici, c'est parce que les clients ne veulent plus entendre parler des steaks.
de supermarché. Vous n'allez plus en supermarché? Non, Pour quelle raison? parce que je n'aime pas leur viande, c'est tout. Un steak ici ou un steak en Ça supermarché? n'a rien à voir. Si vous roulez en 2 chevaux et en Rolls-Royce, c'est pas la même chose, hein. Pour Bertrand Léonard, le succès de sa viande, son caractère, c'est sa graisse, son persillé. Quand on voit déjà là, le bœuf qui est bien rouge, d'un beau rouge vif, et comme je vous dis ici, les petits morceaux de graisse qui sont à l'intérieur du muscle, une fois qu'on le cuit, ça donne un goût qui est incomparable avec les autres viandes qu'on trouve sur le marché. Étonnant, les prix pratiqués ici sont quasi les mêmes qu'en grande surface. 17,99 € le kilo, à peine 50 centimes de plus. La raison? Bertrand Léonard travaille en circuit court, sans intermédiaire. Il se charge lui-même d'élever les bêtes qui fourniront la viande de sa boucherie. Cet artisan a choisi de rejeter en bloc les méthodes de la grande distribution. Il engraisse uniquement des vaches et surtout pas de taurillons. Pour avoir une bonne qualité de viande, ça commence par le confort de la bête. On choisit l'animal en fonction de sa génétique. Il est amené ici sur l'engraissement. Ce sont des vaches qui ont pâturé 4 à 5 ans, fort important pour la couleur et le goût de la viande. Et ensuite, elles sont ici installées dans des box, 2 bêtes maximum pour 35 mètres carrés. Bertrand attend que ces vaches aient entre 50 et 60 mois pour les amener à l'abattoir. 2 fois plus de temps que dans la filière classique. En fait, il ne fait confiance qu'à son savoir-faire. Pour être bonne à l'abattage, il faut que la bête soit bien grasse. On voit ici la noisette de graisse à la queue, des 2 côtés. Regarde ici au grasset, un grasset plein de viande. Et à la finesse du cuir. On a un cuir vraiment très fin. Donc ici, celle-là va partir, mais comment ça se passe? Vous allez la conduire vous-même? Oui, je la conduis moi-même à l'abattoir pour qu'elle ne soit pas stressée. Et elle est conduite la veille pour qu'elle se repose à l'abattoir. Et puis elle vous reviendra sous forme de viande? Sous forme de viande en quartier abattu. Il est donc possible d'obtenir de la bonne viande blanc-bleu belge savoureuse. Mais il faut de la patience, ce qui ne rime pas forcément avec grande distribution. Si on veut éviter le steak formaté, il vaut mieux se renseigner avant d'acheter. Autre enseignement de notre testing, le steak de Limousine, une race française, n'a pas convaincu notre jury. Il se classe en 7e position. Celle-ci n'était pas bonne. Bon, voilà. C'est peut-être une exception parmi d'autres. En France, quand on mange de la Limousine, c'est autre chose. Voilà. Donc, j'ai peut-être mangé un mauvais morceau de Limousine. Je crois que ça peut arriver. Ce steak provient en réalité d'un élevage belge. Dans nos fermes, les races françaises sont devenues une alternative de choix au blanc-bleu belge. Mais alors pourquoi cette viande à la très bonne réputation n'a pas été appréciée de nos testeurs? C'est en France, au pavillon des viandes du grand marché de Rungis, que nous allons chercher notre réponse. Dans ces frigos, des tonnes de marchandises transitent tous les jours à destination de tout l'Hexagone. L'endroit est réputé pour la haute qualité de ses produits. On trouve dans ces allées des viandes du monde entier, mais surtout celles de race française. Francis Faucher est un des grossistes les plus respectés du marché. La contre-performance du steak de notre testing, il l'explique très facilement. Toutes les races, dès le moment que c'est une race à viande, qu'elle soit blonde d'Aquitaine, Limousine, charolaise, partenaise et tout, à l'origine, sur la base, elles sont bonnes puisque ce sont des viandes dites de race à viande. Maintenant, après, il y a des questions d'élevage, il y a une question d'alimentation, il y a une question de maturation, il y a une question de travail derrière. C'est ce qui fait tout le professionnalisme de notre métier. La standardisation ne peut pas arriver dans le sens où aujourd'hui, même si on est sur la base du même animal en termes de race, il y a tous ces paramètres-là qui peuvent influencer. Luc Broutard, le cuisinier de notre testing, fait régulièrement le voyage jusque Rungis pour s'approvisionner. C'est un inconditionnel des races françaises. Pour lui, le lieu d'élevage, le terroir, influence grandement le goût de la viande. Si on élève des vaches limousines ou des charolaises en Belgique, ça ne sera jamais la même chose qu'une limousine élevée dans sa région d'origine ou une charolaise élevée dans la région de Charolles. Ce sera toujours différent. Au niveau du goût? Au niveau du goût. C'est comme le vin. C'est parce que vous prenez un pied de vigne en Bourgogne que vous le plantez à Marseille que ça va faire du Bourgogne. La race de l'animal n'est donc pas un critère suffisant pour obtenir une viande qui a du goût.
C'est avant tout le savoir-faire de l'éleveur et les conditions d'élevage qui pourront faire la différence. Place à présent aux deux viandes les moins bien classées du testing, les steaks bio. C'est une véritable déception. Ni les testeurs amateurs, ni les professionnels n'ont apprécié ces viandes. Le steak bio qui termine 10e du classement général provient du rayon boucherie de chez Delhaize. L'enseigne a malheureusement décidé de ne pas commenter ce résultat. Les réactions des testeurs en tout cas sont sans appel. Cette viande était malheureusement pour elle tout à fait immangeable. Elle n'avait pas de couleur, pas de goût, pas d'odeur. C'était une viande claire. J'ai même cru que c'était du veau. Elle, c'était une catastrophe. Hein. Ça, c'était... Je ne sais plus quel chef a dit tantôt, même au Resto du Cœur, j'oserais même pas la ramener. Je n'en ai jamais acheté, je crois que j'ai bien fait. Notre deuxième steak bio, classé avant-dernier, a été acheté dans ce magasin namurois. Quand nous lui parlons du mauvais résultat obtenu par son steak, la réaction du chef du rayon boucherie est immédiate. La viande bio, c'est quand même quelque chose de différent. Ce sont généralement des morceaux de viande qui ne sont pas forcément aussi tendres que dans le blanc-bleu, par exemple. Mais qui, voilà, pour moi, ce n'est pas important, si vous voulez. Ce n'est pas le critère important. Si on base tout sur le beau et le bon, je veux dire le goûtu, on passe à côté de tout. Parce qu'en fait, on se nourrit pourquoi? Pour rester en bonne santé. On ne se nourrit pas pour avaler n'importe quoi et simplement dire « oh, c'était bon, c'était beau ». C'est à Forges-Philippe, près de Chimay, que se situe la ferme qui fournit cette épicerie bio. Thierry Jacquet est éleveur de bovins depuis plus de 30 ans. Il y a 7 ans, il s'engage complètement dans la filière bio. Il élève dans cet étable une race charolaise, une race dite rustique, et essaye de respecter au mieux les exigences du label. D'abord, ces bêtes ne mangent que de l'herbe et des céréales qu'il produit lui-même. Là, elles ont de l'épeautre. C'est une vieille céréale que je produis moi-même sur la ferme. Allez, pour la cultiver, je n'ai pas besoin de mettre d'engrais chimiques, je n'ai pas besoin de mettre de pesticides. De toute façon, en bio, on ne peut pas et on n'a pas le droit et je ne voudrais pas le faire. Et au moins, j'ai quelque chose de valable. Pour lui, si son steak a déplu lors du testing, c'est une question de saison. La viande bio est moins bonne certains mois de l'année. On va dire la super belle période, c'est, on peut penser septembre, octobre, novembre. Là, c'est le top, parce que vous avez des bêtes qui se sont engraissées rien qu'en prairie, rien qu'avec de l'herbe. Et puis ici, il faut quand même bien continuer à... On ne va pas s'arrêter de manger décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Hein. On mange, hein, donc on continue à fournir, mais ce n'est pas la meilleure saveur. Thierry Jacquet reconnaît lui-même qu'il est très difficile de faire de la viande bio de qualité. Il nous assure que chaque jour, il en apprend un peu plus sur son métier, mais qu'il lui reste encore beaucoup de progrès à faire. Allez, avancez. Allez, là, allez. Autre surprise lors du testing, la viande halal fait débat. Au classement général, elle est 8e sur 10. Pas terrible donc. Aucun des membres amateurs du jury ne l'a appréciée. Par contre, tous les professionnels lui ont quand même reconnu des qualités. Là, j'avais du soyeux. C'est pour ça que ma cote est montée. C'est pas pour le goût, c'est pas pour le jus, c'est à cause de ce critère. Et comme j'ai fait une moyenne, je suis arrivé à 60. Et bien là, c'est un steak halal. Je suis surpris de découvrir et bien content. Je coupais le halal, il y avait du jus dans l'assiette. C'est vrai? Oui. Ça vous a fait plaisir? J'ai mastiqué quelque chose ou j'ai eu du jus en bouche. Ce steak halal provient de cette boucherie liégeoise. Ici, tous les morceaux de viande sont issus de bêtes égorgées selon le rituel musulman. Un réel avantage, selon la patronne. Le rituel fait que la bête ne souffre pas, c'est qu'elle n'a pas le temps de se contracter, la bête. Donc, les nerfs sont détendus et la viande est plus tendre.
L'égorgement rituel rendrait donc la viande plus tendre. Pour vérifier cette affirmation, direction l'abattoir de Liège. Ce jour-là, une série de bêtes destinées au marché halal doivent être abattues. Pour ce faire, pas question d'étourdir la bête avant le sacrifice. Le rituel exige qu'elle soit consciente quand on lui tranche la gorge. L'acte religieux est réalisé par un musulman pratiquant désigné par la mosquée. L'animal se vide de son sang et meurt plus lentement que s'il avait été abattu de manière traditionnelle. Est-ce que ça apporte un plus à la viande? Pas certain du tout. Est-ce qu'elle va être nécessairement plus tendre, la viande? Non, pas du tout, parce qu'il y a justement plus de stress sur une bête qui est abattue à l'al qu'une bête qui est abattue à notre manière, donc par balle. Comment ça se fait qu'il y a plus de stress? Il y a déjà toute une contention qui est obligée d'être faite pour que l'égorgeur puisse faire correctement son travail. Au-delà de la méthode d'abattage, ce qui différencie le steak halal du steak traditionnel, c'est le prix. 20 à 25% moins cher. L'explication tient dans le type de bêtes qui sont abattues. Elles sont plus petites et l'on ne connaît pas toujours précisément leur race. Vous savez d'où elles viennent, ces vaches halal, en fait? Oui, hein. Alors, sur le côté de la carte, il y a la ferme d'élevage, avec toutes les coordonnées du fermier. Mais ici, c'est pas du blanc-bleu belge? Ça, je ne saurais pas vous dire. On ne sait pas dire via la carte? Difficile à dire. En fait, ces animaux destinés aux boucheries halal sont ceux dont personne d'autre n'a voulu. Des races laitières ou des bêtes exclues des filières de la grande distribution, car elles ne correspondent pas aux critères, d'où leur prix si bas. Pour l'abattage halal, on tue des animaux plus ordinaires, donc ils ne sont pas de la vraie race blanc-bleu belge. Et ça va faire que ça va être moins cher au final? C'est une race de moins de qualité, donc le prix au kilo est effectivement moins cher. On nous assure à l'abattoir que ce n'est pas pour autant que la viande sera moins bonne. Disons que c'est une façon de fournir le consommateur en lui proposant un prix plus démocratique qu'ailleurs. Bœuf irlandais. Voici enfin le grand vainqueur de notre test saveur, le contrefilet irlandais. Que ce soit auprès des amateurs ou des professionnels, il a fait l'unanimité et se classe sur la plus haute marche du podium. L'irlandais, j'en avais jamais mangé. Et franchement, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et ici, il y avait du goût. Elle était tendre et c'était bon. Elle était vraiment moelleuse. Elle était vraiment fondée dans la bouche, facile à manger. Quand on est amateur de viande, parce que je suis incontestablement carnivore, c'est ça qu'on recherche. Partons en Irlande, le pays qui compte 7 millions de bovins pour seulement 5 millions d'habitants. Cet animal ici fait partie intégrante du paysage carte postale. Nous avons rendez-vous dans une ferme avec des représentants d'une des 3 plus grosses sociétés d'exportation de viande du pays, Dawn Meats. Elle fournit notamment Carrefour en Belgique. Le comité d'accueil nous reçoit dans les règles de l'art. On nous fournit bottes et vestes siglées, l'équipement du parfait fermier. C'est clair, Dawn Meats a l'habitude de recevoir des visiteurs. Il y en a beaucoup. Nous avons 2 visites chaque semaine au minimum et aux 4 coins de l'île. L'Irlande est un très gros pays exportateur de bœuf à travers toute l'Europe et le monde entier. Nos clients viennent ici en visite pour voir comment on fonctionne et pour voir nos prairies et nos animaux. Sous bonne escorte, nous pénétrons dans l'étable. Le bétail s'y réfugie pendant les mois les plus froids de l'année. 160 bêtes sont concentrées sur un minimum d'espace. À l'évidence, on pratique dans cette exploitation l'élevage intensif. Le troupeau se compose exclusivement de bœufs et de vaches. On ne trouve par contre aucun taurillon comme dans les fermes belges. Cela va à l'encontre du bon sens
selon le propriétaire des lieux. Personnellement, je pense que c'est une viande rouge très maigre, mais qu'elle n'a pas beaucoup de goût. Elle n'est pas très agréable à manger, elle a trop de texture et manque de tendreté. Impossible de produire cela pour vous? Non, je ne vois pas l'avenir des fermes irlandaises avec du taurion. Particularité de cet élevage, les animaux sont tous issus de croisements entre des races locales et des races étrangères. Certains sont même un mix Angus, blanc-bleu belge. Enfin, John va nous montrer le vrai secret du succès de la viande irlandaise. Un secret qui se trouve dans ses mains. L'herbe ici en Irlande, c'est l'herbe la plus naturelle au monde. Pour la faire pousser ici, nous avons le climat idéal, nous avons aussi le type de sol idéal. C'est l'ingrédient clé pour avoir de la bonne viande. C'est en quelque sorte notre or vert, notre trésor vert. Évidemment, l'herbe, c'est la couleur de l'Irlande. Plus de 3 millions d'hectares de prairies. C'est d'ailleurs ici que les bovins passent les 3/4 de l'année. Mais attention, ici aussi, l'industrialisation est présente. À Waterford, dans les usines Down Meats, la société d'exportation de viande irlandaise, le paysage n'a plus rien de champêtre. Dans cet atelier de découpe, 500 bêtes passent quotidiennement entre les mains d'une centaine d'employés, plus de 100 000 animaux par an. La commande du jour est justement destinée à la Belgique. Aujourd'hui, on est en train de désosser des quartiers de viande bovine pour la Belgique. Du contrefilet, du filet pur et de l'entrecôte. Tout ça va partir chez vous. Combien pour la Belgique? Approximativement 8 à 10 tonnes par semaine. Ça dépend de l'époque de l'année, de la demande du marché, mais plus ou moins 8 à 10 tonnes. Le steak irlandais que notre jury a plébiscité est donc tout sauf artisanal. En Irlande, la viande c'est une industrie, un commerce bien rodé. Paul Nolan est un des directeurs de Down Meats. Il nous explique que le business est très rentable, chiffre à l'appui. Nous abattons environ 1500 bêtes par semaine. Nous en exportons 90%. On emploie 2800 personnes pour effectuer ce business. Et quel est le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires tourne autour de 700 millions d'euros. Incroyable. C'est un business qui a grandi énormément avec beaucoup de succès et très rapidement en l'espace de 30 ans. Aujourd'hui, la viande irlandaise s'exporte partout dans l'Union européenne et d'une manière bien spécifique. Les morceaux de viande sont préalablement découpés, ensuite mis sous vide et expédiés par caisse suivant les préférences des marchés. Les contrefilets sont surtout vendus en Belgique, les entrecôtes en France et les steaks en Italie. C'est en fait comme un puzzle. Nous vendons une partie de l'animal, par exemple en Grande-Bretagne, alors que les autres morceaux partent à travers toute l'Europe. Donc vous trouverez certaines parties des animaux en Belgique, chez Carrefour entre autres, avec qui nous sommes fiers de collaborer. Les autres pièces de viande iront dans d'autres enseignes de distribution majeures réparties dans toute l'Europe. La réussite de l'industrie de la viande en Irlande est insolente. Le business pèse aujourd'hui plus de 3 milliards d'euros et ses parts de marché en Belgique comme dans les autres pays de l'Union européenne ne cessent d'augmenter. Pour terminer notre enquête, récapitulons le classement général de notre testing. Au dernier rang, on trouve le steak bio de chez Deleuze, à 22 € le kilo. C'est clairement une déception. Vient ensuite le deuxième steak bio de notre panel, acheté dans un magasin bio. Il n'a pas du tout convaincu. Le steak halal arrive à la 8e place. À 13 € le kilo, c'est le steak le moins cher du marché. Le steak limousine termine 7e, une performance à oublier pour une viande normalement réputée de qualité. 6e, le steak blanc-bleu belge de la boucherie d'Olivier Leitz. D'un artisan boucher, on aurait pu s'attendre à mieux. À la 5e place, le steak blanc-bleu belge de chez Carrefour. Sans être exceptionnel, il répond à la demande de la clientèle. 4e, le steak Colruyt. Il est dans un mouchoir de poche avec les autres blancs-bleu belges. 3e marche du podium, le steak du boucher éleveur. Il se démarque clairement des autres blancs-bleu belges.
Deuxième, le steak argentin acheté chez Deleuze. Il est l'un des plus chers de notre testing, 23 € le kilo. Et enfin notre grand vainqueur, le steak irlandais de chez Carrefour. Autant les professionnels que les amateurs se sont régalés. Ceci dit, ce test n'est certainement pas à prendre comme une vérité absolue. C'est juste l'avis d'une poignée de personnes sur quelques viandes. Mais alors, où acheter un steak savoureux? Dans une boucherie traditionnelle ou en grande surface? Difficile à dire. Il n'y a plus de grande différence de qualité entre les deux types de points de vente. Les viandes proviennent en général des mêmes grossistes et parfois des mêmes élevages. Il faut donc avant tout tester, se renseigner et dénicher le meilleur rapport qualité-prix. Derrière une bonne viande, il y a un bon boucher, ou en tout cas une bonne connaissance de ce qu'on achète. Je pense qu'il est important aujourd'hui de lire les étiquettes, de se renseigner sur ce que l'on achète et de ne pas se nourrir pour se nourrir, de favoriser la qualité sur la quantité. Pour moi, c'est très très important. Quant au taurillon, il aurait, selon les spécialistes, fait son temps. La grande distribution cherche maintenant d'autres alternatives comme de la vache blanc-bleu belge, beaucoup plus âgée et qui offre plus de caractère. Ce n'est pas non plus un hasard si les viandes étrangères envahissent de plus en plus les étalages. Aujourd'hui, la filière bovine est en pleine mutation. Certains crient haut et fort qu'il faut manger moins de viande, alors que d'autres réclament une bonne fois pour toutes plus de goût en bouche. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous propose tout de suite de jeter un coup d'œil au sommaire de notre prochain Question à la Une. Le cholestérol, c'est la graisse dans le sang. Voilà, je prends des cachets pour ça. Ah, vous en avez trop? Ah oui, et je fais 38 kilos, alors on va comprendre quelque chose là. Donc la problématique du cholestérol, ça fait vos affaires en quelque sorte? Ça fait nos affaires en quelque sorte, en effet. C'est devenu une industrie préoccupée exclusivement de sa rentabilité. La bactérie se répand de plus en plus chez les tiques. Et donc quand elle pique, elle contamine. Je crois que tous mes voisins ont entendu mes hurlements tellement j'avais mal. Des douleurs, surtout articulaires, au niveau du dos, au niveau des cervicales notamment, des troubles de la vision, j'ai commencé à avoir des troubles de l'élocution. Et la maladie peut évoluer comme ça 10 ans, 20 ans, 30 ans ou toute sa vie si on n'est jamais soigné. Pour nous écrire, question@rtbf.be ou notre page Facebook. Très bonne fin de soirée sur la Une. Question à la Une se poursuit demain dans les pages du journal Le Soir.